Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. En tant qu'agence de presse internationale, l'AFP fait partie du club encore très fermé de médias directement accrédités à la Maison-Blanche. Concrètement, cela veut dire que nous avons 2 correspondants et 5 photographes qui travaillent directement sur place pour couvrir les activités et les déclarations du président de la première puissance mondiale. Autant vous dire qu'avec le républicain Donald Trump, c'est très particulier. Depuis qu'il est retourné au pouvoir, le rythme est haletant, imprévisible, et les prises de parole et questions-réponses avec la presse innombrables. Mais l'administration de ce président, qui aime dire que la presse est l'ennemi du peuple, a déjà pris des mesures contre certains médias accrédités, comme la grande agence américaine Associated Press. Selon Reporters sans frontières, qui publie son classement annuel sur la liberté de la presse ce vendredi 2 mai, ce second mandat de Trump a déjà entraîné, je cite, une dégradation inquiétante de la liberté de la presse. Pour cet épisode, je vous propose d'écouter le récit de ces 100 premiers jours de deuxième mandat de Trump par Aurelia End et Danny Kemp, nos 2 correspondants. Sur le fil. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. J'ai couvert la quasi-totalité du mandat de Joe Biden et le 20 janvier, plus précisément dès le 20 janvier en soir, quand j'ai eu ma première rencontre, si on veut, avec Trump, mon premier point presse avec lui dans le bureau ovale. De ce jour-là, j'ai changé de boulot. Et je suis passée dans un univers où la seule parole qui compte est la parole présidentielle. Aurelia End est correspondante à la Maison-Blanche depuis l'automne 2020. Et pour moi, la scène emblématique de ce début de second mandat à Trump, ce sont ces fameuses séances de signature de décrets à l'appel dans le bureau ovale. Pourquoi c'est emblématique ? Parce que là, il y a tout. Il y a à la fois Donald Trump qui signe des décrets absolument spectaculaires qui sont la manifestation de toute la puissance exécutive. Il y a autour de lui toujours quelques ministres qui s'esclaffent à ses blagues, qui hochent la tête, qui le complimentent. Et il y a Donald Trump qui est là au milieu, qui est au centre de l'attention mondiale et qui, tout en signant ses décrets, va parfois pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure répondre aux questions des journalistes. Et donc cette scène, pour moi, là, elle concentre tout ce qu'il y a d'impérial dans cette nouvelle présidence, avec vraiment ce centre de gravité unique qui est Donald Trump. Everybody rips off the United States, and that's it. It's not going to happen anymore. Thank you very much, everybody. Ces conversations peuvent déboucher sur des dizaines d'alertes, ces phrases courtes qui sont ensuite reprises par les flash infos de centaines de médias dans le monde. Comme ici, après une question d'Aurélia sur la condamnation en France de Marine Le Pen. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Marine Le Pen, the far-right leader, got convicted in court and is now banned from running for office for 5 years. Do you have a comment on that? That's a big deal. C'est une affaire très importante, répond le président américain à cette journaliste. Beaucoup de gens pensaient qu'elle ne serait pas condamnée. Finalement, elle est empêchée de se présenter pendant 5 ans alors qu'elle était la candidate favorite. Cela fait penser à notre pays. Cela ressemble vraiment à notre pays. Donald Trump qui compare ici la condamnation de Marine Le Pen à ses propres déboires judiciaires. Le milliardaire Elon Musk accuse lui. En ancien présentateur de télé-réalité, Donald Trump a pour ce second mandat créé une sorte de nouveau show dans les murs du bureau ovale. Les journalistes font en quelque sorte partie du spectacle. Et aussi, malgré eux, parfois, les dirigeants qu'il reçoit, comme Volodymyr Zelensky. You think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? Écoutez Danny Kemp, il est en poste depuis 2023 à la Maison-Blanche. Il y était. C'était juste incroyable d'observer des discussions qui, normalement, se tiennent à huis clos, se dérouler en public. Ces 2 dirigeants mondiaux, Trump et Vance, qui s'en prennent à Zelensky, et Zelensky qui présente ses arguments avec force.
Et donc, comme les journalistes font en quelque sorte partie du show, eh bien, ils ont le droit aussi de poser plein de questions. Avec Trump, pour le meilleur et pour le pire, l'accès est incroyable. Trump te laisse accéder au bureau ovale et va répondre à des questions pendant une demi-heure, parfois une heure. Et tu peux poser n'importe quelle question. C'est un zoo. Tu cries « Monsieur le Président, Monsieur le Président ». Moi, je crie la question. L'idée, c'est qu'il entende un ou deux mots. Et ensuite, « Mr. President » pour attirer son attention. Mais tout le monde crie en même temps. That's what you need to get his attention, but everyone's shouting at the same time. Who are you with? Sorry, me. Yeah. AFPs. You who? AFP, Agence France Presse. Okay. Because he's used to this. He's a former TV star. He knows how to do this. Il a l'habitude. C'est une ancienne star de la télé. Il sait ce qu'il fait. Tu vas voir son index qui tourne un peu dans l'air, et puis il te pointe, ou quelqu'un d'autre, et il répond. Ça montre aussi que Trump a besoin d'un adversaire. Il aime bien la bagarre. Il se définit par opposition à certaines personnes, certains groupes ou CNN. La Maison-Blanche insiste sur le fait que c'est la preuve d'une extrême transparence. Mais cet accès est-il synonyme de transparence? Non, évidemment. Écoutez Donald Trump. Il s'attaque ici aux chaînes CNN et MSNBC en les traitant de médias corrompus et illégaux. C'est quand même important d'y être, car même si ce n'est pas toujours le cas, ces rencontres sont parfois la seule occasion d'en savoir plus ou de demander des clarifications sur ces annonces. Sa porte-parole, qui s'appelle Caroline Leavitt, a été très claire là-dessus en disant que le premier communicant de Donald Trump, c'était Donald Trump, et que le rôle de son équipe de communication, c'est d'amplifier son message, c'est de défendre son message, plus que de l'expliquer ou d'en dévoiler les ressorts, vraiment. Hello, everybody. Hello. First, I want to talk about President Trump's historic and incredible speech last night. The American people and the entire world watched President Trump powerfully lay out how he's renewing the American dream, and Americans loved what they heard. Pour ce second mandat, l'administration Trump a très vite décidé de contrôler davantage les accès de la presse à certaines prises de parole. The core is that you have a group of around 15 reporters who rotate. Il y a un groupe d'environ 15 reporters qui se relaient et qui ont vraiment accès aux espaces comme le Bureau Ovale, Air Force One et d'autres petites pièces comme la Roosevelt Room. Mais fondamentalement, il y a un groupe de 15 reporters qui ont l'autorisation d'y accéder et qui ensuite partagent leur contenu. Et jusqu'à récemment, la composition du groupe était décidée au quotidien par l'Association des correspondants de la Maison-Blanche. C'était donc des journalistes qui déterminaient quels confrères couvriraient Trump. Mais assez rapidement, la Maison-Blanche a pris le contrôle du système et annoncé qu'il choisirait les médias admis dans cette rotation. Les agences de presse, jusque-là, avaient un accès permanent assuré aux prises de parole dans le bureau ovale. Mais cette règle aussi est remise en question. Nous, les agences de presse, on a un accès car les médias sont abonnés aux agences comme l'AFP et donc nos contenus sont distribués partout plutôt qu'à une seule organisation. Mais la Maison-Blanche a décidé de faire des choix. Et puis, l'administration a aussi décidé de suspendre l'accès de l'agence Associated Press parce qu'elle avait refusé de débaptiser le golfe du Mexique et de l'appeler Golfe d'Amérique. Et désormais, l'accès a aussi été réduit pour Reuters et Bloomberg, qui ne peuvent plus passer 4 de rôle. L'agence Associated Press a contesté cette décision en justice au nom de la liberté de la presse. Le 8 avril, un juge fédéral de Washington lui a donné raison et il a ordonné son retour. Mais l'administration n'a pas donné suite. Deuxième nouveauté, l'apparition de nouveaux médias accrédités.
On peut avoir des podcasteurs, des influenceurs, des personnes qui ont des shows de radio, etc. et qui sont des personnes qui affichent clairement leur couleur politique. J'ai fait un déplacement avec un de ces représentants des médias sympathisants ou partisans de Trump. Il s'appelle Clay Travis. Il a été traité de manière différente, c'est-à-dire que déjà il a eu accès à la cabine de Donald Trump pour faire une interview dans l'avion. Et je lui ai parlé après et je lui ai dit mais est-ce que vous êtes conscient de cette question d'afficher une coloration politique, partisane, etc. Est-ce que ça fait de vous quelqu'un qui peut faire du journalisme et rapporter des informations. Et il a complètement retourné l'argument en disant non, moi, au moins je ne mens pas, j'ai voté pour Trump, je le soutiens, je trouve qu'il fait du bon boulot, etc. C'est vous tous, les médias traditionnels, qui mentez parce que vous prétendez être objectifs, mais vous êtes tous de gauche. Donc voilà pourquoi les gens ne vous font pas confiance et voilà pourquoi ils me font confiance à moi, parce que j'affiche la couleur. President Trump getting to talk to you here on Air Force One is pretty incredible. Why do you think young men are so overwhelmingly coming in your direction? I'll give you an example. Et donc c'est quelqu'un qui assume totalement de brouiller la ligne entre le commentaire et l'information. Après avoir parlé avec Aurélia et Dany, j'ai aussi appelé un historien des médias, John Marshall, à l'école Medill de la Northwestern University à Chicago, pour savoir en quoi, selon lui, Donald Trump était différent. Il y a toujours eu des tensions. D'autres présidents ont tenté de contrôler et de manipuler les journalistes. Le deuxième président, John Adams, et ses alliés au Congrès ont passé des lois. La loi sur les ennemis étrangers et la loi sur la sédition, qui rendaient illégale toute déclaration négative sur le président ou le gouvernement. Pendant la guerre civile, l'administration d'Abraham Lincoln avait pris des mesures contre les journaux. Certains journaux critiques ont été fermés pendant la guerre. Et puis pendant la Première Guerre mondiale, Woodrow Wilson était encore plus sévère. Puis, dans le panthéon des présidents peu regardants avec la liberté de la presse, il y a eu Nixon. Avec son chef de cabinet, on les entend sur des enregistrements de la Maison-Blanche. Ils disent que la presse peut être un ennemi utile et que l'administration pourrait dépeindre les journalistes, les reporters, comme des ennemis du peuple américain qui sont dangereux. Ils sont dangereux comme des criminels, ou les drogues, ou les communistes. Mais selon lui, Donald Trump va plus loin. Qu'est-ce qui est différent ? Eh bien, Nixon et ses conseillers agissaient en coulisses et manigançaient sur les manières d'intimider les journalistes. Ils utilisaient les agences gouvernementales comme le FBI ou le service des impôts pour faire pression. Mais ils n'en parlaient qu'en privé. Ils savaient que si c'était public, ce serait très contesté. Donald Trump a aussi défini la presse comme un ennemi, mais c'est public. Pour lui, les journalistes sont les ennemis du peuple américain. Pour John Marshall, la remise en question du rôle de l'agence Associated Press n'a rien d'anodin. Je crois qu'ils pensent que s'ils contrôlent Associated Press et peuvent l'intimider, eh bien ils peuvent contrôler et intimider tout un tas d'organisations médiatiques aux États-Unis. Ce n'est d'ailleurs pas la seule attaque contre des médias jugés hostiles par l'administration. Des poursuites judiciaires sont toujours en cours, notamment contre la chaîne CBS. La Commission fédérale des télécommunications, la FCC, a par ailleurs relancé plusieurs procédures contre les chaînes ABC, NBC et CBS notamment, accusées d'être un cartel de la censure. Je crois que les mois à venir seront cruciaux. La question étant de savoir si la résistance contre les mesures de Trump prend de l'ampleur ou si ces tentatives d'intimidation et les restrictions vont fonctionner. Sur le fil revient lundi, je suis Michaela Kinsella-Kiefer. Merci infiniment de nous avoir écoutés.
Merci beaucoup à Aurélia End et à Danny Kemp et aussi aux 5 photographes de l'AFP qui couvrent Trump 24 heures sur 24, à tour de rôle bien sûr. Mandel Gann, Brendan Smialowski, Saul Lubb, Andrew Caballero Reynolds et Jim Watson. À très bientôt.